Je fais un trait qui est un peu grand. Et là, ici. Donc, imaginons que l'on se déplace, en fait, ici, entre A et B. Et donc, ici, on a le segment DL. Donc, ici, on aura la force F collinaire au champ électrique E. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous vous intéressez en fait au travail de la force électrique dans le cadre du déplacement d'une charge ponctuelle. D'accord? Et donc, est-ce qu'on est capable, est-ce que juste vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, pendant le cours? Et vous me posez vous pouvez bien sûr me poser des questions, mais il y a du bruit de fond. Je sais ça. Voilà, c'est bon. Donc, on sait que comment est-ce qu'on calcule le travail en mécanique? Est-ce que vous savez calculer le travail quand vous déplacez, en fait, on va dire un objet entre un point A et un point B? Donc, le travail, vous savez, il dépend du parcours. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que le travail il dépend du F fois DL. Ouais, c'est F fois, c'est un fois. Est-ce que tu peux m'expliciter le fois? C'est un point. C'est un point, exactement. Le fois ici, ça veut dire que vous allez faire un produit scalaire entre la force qui est ressentie en fait par la charge ponctuelle et le déplacement. Est-ce qu'on sait exprimer en fait, est-ce qu'on sait exprimer F autrement? Rappelez-vous du premier cours. Comment est-ce qu'on avait exprimé la force lors du premier cours? Quand on avait parlé de cette fameuse charge test. C'est QE. C'est QE exactement. Et donc, ça veut dire que Q, on pourra le sortir de l'intégrale. Et ici, on se retrouvera avec E scalaire dl, toujours entre A et B. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de E? Comment est-ce qu'on peut définir E? Bah, on le voit en haut, Q, donc toujours à l'extérieur de l'intégrale. Et ici, vous avez un moins que je mets ici devant. E est égal à moins grade de V. D'accord? Donc, le moins, je le porte devant l'intégrale. Et ici, j'aurai le nabla V. D'accord? Scalaire dl. Juste, madame, le vecteur F, il correspond à quoi déjà? C'est la force, en fait, qui est appliquée sur votre charge ponctuelle. Donc, qu'est-ce que vous avez? En fait, ici, vous avez quoi? Bah, vous avez une charge ponctuelle. Je vous le mets là. Charge ponctuelle qui se déplace dans un champ électrique. D'accord? Charge ponctuelle qu'on a appelée Q, du coup. D'accord? C'est pour ça que j'ai pu réutiliser en fait la notion que j'avais appliquée quand j'avais parlé du théorème de Coulomb pour la charge test. Donc je vais mesurer en fait la force que le champ électrique est en train de appliquer sur cette charge ponctuelle. Et je peux finalement calculer le travail. Pourquoi? Parce que le travail, je sais, ce n'est rien d'autre en fait que le produit scalaire entre la force et le déplacement. Donc, j'ai tout à fait le droit d'appliquer cette formule. Pourquoi? Parce que vous avez une force, en fait, en Newton. Donc, vous avez une force. C'est juste que, au lieu d'avoir un travail mécanique, là, c'est le champ électrique, finalement, qui va exercer une force sur votre charge ponctuelle. Est-ce que cela est clair pour tout le monde? Ouais? Madame? J'ai eu un madame. Je ne sais pas si c'était un oui ou si c'était un madame. Non, c'est un madame. C'est un moins Q. Moins Q est égal à l'intégrale de nabla V dl. Ouais. D'accord, très bien. C'est un moins devant, parce que E est égal à moins grade de V. Donc le moins, je le porte devant, et le nabla B, je le mets dans l'intégrale. Très bien. D'accord? Donc, si j'ai le produit scalaire entre nabla V et dl,
En réalité, cela est égal à quoi? Est-ce que vous vous rappelez comment j'avais défini ça? Je vous fais le rappel d'Alcuin. Je suis sûre que vous n'en avez pas besoin. On avait dit que df, la différentielle totale d'une fonction, est égale en fait au produit scalaire entre grade f et le déplacement dans le système de coordonnées qu'on utilise. Regardez un peu ce qu'on a ici. Ici, on a effectivement le produit scalaire entre le gradient de la fonction v et le déplacement. Donc, ça veut dire que ce que j'ai dans mon intégrale, eh ben, je peux l'exprimer comme quoi? Dites-moi, aidez-moi. Comment je peux l'exprimer? On utilise les potentiels. Regardez ici, en utilisant juste dv. Vous êtes d'accord ou pas? Ici, ce que j'ai ici, en fait, c'est ça. Vous êtes d'accord? Et donc, bah, j'aurai tout simplement dv. Vous êtes d'accord avec moi, tout le monde? Ouais. Cool. Donc, ça veut dire qu'ici, je me retrouve avec moins Q VB moins VA. Comme il y a un moins devant, ça fait Q VA moins VB. Et donc, j'aurai la différence entre l'énergie potentielle en A moins l'énergie potentielle du système en B. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce travail? Regardez ce qui se passe au niveau du travail. Je vous cercle les termes qu'il faut regarder. Si on regarde le travail, il est relié à quoi? Uniquement. Est-ce qu'il est relié au parcours? Ou est-ce qu'il est relié à autre chose? Au parcours? C'est vrai? T'es sûr? Regarde, lis bien. Donc, le travail AB est égal à la différence entre l'énergie potentielle en A moins l'énergie potentielle en B. Est-ce que dans l'énergie potentielle, il y a l'information sur le parcours? Ah non, il n'y a C'est pas d'EL. conservatif. Il n'y a pas d'information, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La conclusion, je vous la mets ici. Bah, on peut dire que le travail de la force de Coulomb ne dépend pas du chemin suivi. Et donc, la force de Coulomb est conservative. Et donc, cette force est dérive d'une énergie. Je bouge la fenêtre de Teams. Et dérive d'une énergie potentielle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'énergie potentielle dans le point M est égale à QVM plus une constante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Bah, ici, en fait, l'énergie potentielle exprimée en joules. Vous êtes d'accord? Ici, vous avez une charge électrique qui est exprimée en coulomb. Ici, vous avez un potentiel électrique qui est exprimé en volt. Et la constante, elle est exprimée en joules. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin en fait de définir tout le temps une constante? Donc la constante, je vous le mets ici. Exprimé. Je vous avais dit que le potentiel, il est défini comment? Pas pour les personnes qui m'ont eu hier et avant-hier, hier en TD. Comment on définit le potentiel en électrostatique? Est-ce que le potentiel électrique, il est défini dans l'absolu? Qu'est-ce que je vous ai dit? Non.
Non, il est défini comment? Il est défini arbitrairement. Enfin, Il est défini arbitrairement, mais ça veut dire qu'il est défini à une constante près. Vous êtes d'accord? Et donc, cette constante qui est exprimée en joules, j'ai bien mis deux E, elle est fixée par définition de l'origine des énergies potentielles. D'accord? Vous me dites quand c'est bon pour vous pour cette page. Ici, c'est bien un point. Vous me dites quand c'est bon? Madame, vous avez écrit quoi en bas là? Fixé par définition de Des l'origine. énergies potentielles. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'était mon résumé. Finalement, l'énergie potentielle, elle est définie comme le produit entre une charge et un potentiel électrique. Mais le potentiel électrique, il est défini à partir d'une constante près. Donc forcément, l'énergie potentielle aussi, elle va être définie à partir d'une constante près. C'est ça que cela veut dire. C'est clair? Ok. Ok? Ça découle en fait de la définition du potentiel, ça ne peut pas être autrement. Ça va ça pour vous et c'est clair? Est-ce que j'ai 2 fois le 6? Ouais, j'ai 2 fois le 6. Et du coup, madame, quand vous dites origine, on la détermine grâce aux conditions initiales, c'est ça? C'est ça. Ou un TD, vous avez vu que quand vous êtes par exemple à l'extérieur d'une sphère chargée, vous fixez que le potentiel il est nul à l'infini. Donc même si vous n'avez pas de condition initiale, par un raisonnement de physique, en fait, vous êtes capable de calculer les constantes. Ok, donc c'est soit à l'origine ou soit lorsque ça tend vers plus l'infini. Donc, soit on vous donne les conditions dans l'énoncé, on vous dit que par exemple, si vous avez une sphère chargée, le potentiel vaut tant à la surface de la sphère. Soit, et ben, en fait, vous appliquez, c'est que vous avez certainement fait un TD, c'est-à-dire à l'infini, le potentiel est nul, ce qui fait que vous pouvez calculer des constantes d'intégration. D'accord? Ok. Ok? C'est clair ce que j'ai dit ou je t'ai embrouillé? Non, c'est bon, c'était ça. Ok, super. Enfin, je pensais que c'était que l'origine, mais vous avez dit aussi avec l'infini, donc, mais je vois comment faire, donc c'est bon. Bah, en Merci. fait, en gros, ton référentiel, tu peux le mettre où tu veux. Donc, moi, je vous dis pragmatiquement, soit on vous donne le potentiel, on vous donne déjà sa valeur, soit vous faites un raisonnement de physique qui vous permet de calculer les constantes. D'accord? Je peux continuer. Est-ce que je peux changer de feuille ou vous avez besoin d'un cas un peu de temps? Non, c'est bon. Ok, cool. Je vais quand même sauvegarder au cas où. Save as. En plus, mes dessins, ils se font de plus en plus beaux, donc j'ai envie de sauvegarder comment dire, mes progrès. Alors, il me semble qu'on est au paragraphe 7. On s'intéresse à l'énergie potentielle d'interaction entre deux charges ponctuelles. Alors, donc, d'abord, on va définir l'énergie potentielle d'interaction, c'est quoi? Donc, l'énergie qu'il faut fournir, je peux mettre en apostrophe, un système de deux charges ponctuelles qui sont situées initialement à l'infini
pour pouvoir les rapprocher, bon, pour les rapprocher à une distance R en 2, l'une de l'autre. Donc, maintenant, on va considérer quoi? On a deux charges, Q1 et Q2. Qui sont placées en deux points, donc M1, M2. Et on sait que, je vais faire de quelle couleur? Je vais faire gris. Ça, c'est la distance R1, 2. Donc, on sait quoi? On sait que la charge Q1 est soumise à quoi, selon vous? Qu'est-ce qu'elle ressent, la charge Q1? Elle est attirée par Q2. On ne sait pas si elle est attirée. Par contre, elle est certainement soumise au champ E2 créé par Q2. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on écrit l'énergie potentielle sur la base de ce qu'on a défini juste en haut, bah, l'énergie potentielle qui agit sur 1 est égale à quoi? Est égale à Q1 V2. D'accord? Et je mets bien V2 aussi, ici, pourquoi? Parce que V2 est le potentiel en fait qui est généré par la charge Q2. Donc la charge Q1, elle est soumise à ce potentiel-là. Mais quelle est la formule en fait du potentiel pour une charge ponctuelle? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Comment je définis le potentiel d'une charge ponctuelle? Vous l'avez vu hier en TD, c'était un des exercices du début. C'est Oui. la charge de Q2 du coup sur 4pi epsilon 0 R1, 2. Yes. Et une constante. Yes. C'est ça? Très bien. Et donc, ça veut dire que si je m'intéresse en fait à l'énergie potentielle EP1, j'aurai quoi? J'aurai Q1, Q2, 4pi epsilon 0, R1, 2, plus une constante. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je considère en fait la charge 2? Donc ici, je considère la charge Q1. Maintenant, je fais le même raisonnement pour la charge Q2. Et ben, je sais que Q2, elle aura une énergie potentielle de quoi? Dites-moi la formule de l'énergie potentielle pour Q2. Bah, c'est la même du coup, mais c'est pas la même constante. C'est en fait, bah si, pourquoi ce serait pas la même constante? C'est toi qui fixes Ah le non, c'était référentiel. une supposition du coup. Donc Q2, V1, d'accord? Donc V1, vous faites le même raisonnement. Donc vous avez que EP2 sera égal à Q2, Q1 sur 4pi epsilon 0. J'arrive vraiment tout au bord. Est-ce que vous arrivez à lire tout en bas? C'est bon pour vous? Plus une constante. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que EP1 est en fait égal à EP2. Et donc, sera égal à Q1, Q2, 4pi epsilon 0, R1, 2, plus une constante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est bon pour vous? Oui, oui. Non. Du coup, je vous laisse quelques instants. Pour terminer.
J'ai une petite remarque à vous faire sur la constante. Je n'ai pas la place pour vous l'écrire ici. Je vous laisse noter tout ça. Et je l'écrirai à la page d'après. Donc, effectivement, pour les constantes, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si les charges sont infiniment éloignées l'une de l'autre, elles n'ont aucune influence l'une sur l'autre. Et donc, on peut annuler les constantes en disant qu'elles ne possèdent pas à l'infini d'énergie potentielle. C'est un peu le même raisonnement que vous avez fait, qu'on a fait hier en TD, que vous avez fait hier. Et avant-hier en TD. Madame, ça veut dire que là, V1 égale V2? Non, V1, il n'est pas égal à V2. Regarde bien V2, comment il est défini. V2 est égal à Q2 sur 4pi epsilon 0 R1, 2. V1, je te l'écris ici, est égal à Q1 sur 4pi epsilon 0 R1, 2 plus une constante. Ok. Il est généré, en fait, V2, il est généré par la charge, ponctuelle, Q2. Alors que V1 est généré par la charge ponctuelle Q1, V2 est généré par la charge ponctuelle Q2. D'accord? Merci. Dites-moi quand c'est bon pour vous, quand je peux changer de feuille. Je prends de l'avance, je sauvegarde. Oui, c'est bon. Ok. Potentiel énergie 2. Donc, vous voyez la fenêtre de Teams où vous voyez juste que mon curseur il se déplace de temps en temps sans aucune raison apparente? C'est ça? Vous voyez pas la petite fenêtre de Teams? Non? Ok. Non, on la voit pas. Ok, donc quand vous voyez que mon curseur il se déplace, c'est parce que j'ai une petite fenêtre de Teams en fait en bas. Donc c'est tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut annuler les constantes. En supposant que les charges sont infiniment éloignées l'une de l'autre. D'accord? Et donc, elles n'ont pas... Il n'y a pas d'accent ici. Hein. Donc, elles n'ont... Je suis sûre que c'est là l'accent. Donc, elles ne possèdent pas d'énergie potentielle. Et car elles n'ont aucune influence l'une sur l'autre, en fait. D'accord? Vous me dites quand c'est bon, je passe à autre chose. La prochaine étape, c'est la partie travail et énergie potentielle d'interaction. Donc, madame, les constantes, on les supprime lorsque R1, 2 est très grand, c'est ça? C'est ça. En fait, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que le potentiel à l'infini est nul. Et ça vous permet de... en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez l'expression de l'énergie et vous dites quoi? Vous vous dites que s'il n'y a pas d'influence à l'infini, donc, en fait, je n'ai même pas besoin de vous le noter. Vous le faites sur vos feuilles. À l'infini, il n'y a pas d'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle, elle vaut 0. Donc, si vous êtes à l'infini, R1, 2, il tend à plus l'infini. D'accord? Donc, vous avez quelque chose divisé par l'infini plus une constante. Combien vaut votre constante? Mathématiquement. Bah, va valoir la constante puisqu'on l'additionne par quelque chose qui vaut rien quasiment. Donc, c'est 0. Ok. T'es d'accord? EP1 égale à EP2 est égal à 0.
puisque tu dis que si, en gros, il n'y a aucune influence, il n'y a aucune énergie potentielle à l'infini. C'est ce que vous avez fait hier en TD, hein, c'est exactement la même chose. Ah oui, d'accord, oui, c'est bon. Tu vois? OK? Mm. Et donc, tu te retrouves avec quelque chose divisé par infini, ça fait 0 plus une constante. Donc, nécessairement, la constante, elle doit être nulle. Ok. D'accord? Ouais? Mm. Tout le Ouais. monde arrive à le voir? OK. Donc, maintenant, on va parler d'énergie potentielle d'interaction. Ça veut dire que maintenant, si je veux rapprocher les deux charges depuis l'infini, je fais quoi? Qu'est-ce que vous devez faire, en fait? Si vous voulez rapprocher ces deux charges ponctuelles qui se situent à l'infini. Qu'est-ce que vous devez vaincre? Imaginez que vous avez une charge de plus et une charge de moins. Quel sera le phénomène, en fait, qu'il va y avoir? Les forces répulsives. Des forces répulsives. Donc, si vous voulez les rapprocher depuis l'infini, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez fournir du travail au système pour rapprocher les charges ponctuelles? Mais en théorie, si c'est conservatif, le travail il est nul, non? Pourquoi il serait nul, le travail? Le travail, si c'est conservatif, il ne dépend juste pas du parcours, mais tu dois quand même effectuer un travail. Ouais, donc du coup, c'est quelque chose qui compense ça. Exactement. Exactement. Donc, ça veut dire que si tu veux rapprocher en fait tes charges, on imagine que tu les as à R1, tu veux que tes charges ponctuelles de l'infini soient à une distance R12. Mais si tu es à une distance R12, ça veut dire que les deux charges ponctuelles, elles vont ressentir en fait l'influence de l'une sur l'autre. Donc, ça veut dire qu'un opérateur, en fait, un opérateur, bah, c'est nous, hein, doit effectuer le travail. Donc, le travail, il est en joules. Donc, c'est cohérent avec le fait qu'on ait une énergie potentielle en joules aussi. Donc, doit effectuer le travail nécessaire à rapprocher les charges ponctuelles de l'infini à une distance R12. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire au plus simple. Vous allez fixer votre charge quelque part. D'accord? Et vous allez rapprocher l'autre en passant en fait par l'infini. Vous êtes d'accord? On fait au plus simple, hein. Vous n'allez pas bouger les deux en même temps. Vous fixez une charge quelque part et vous prenez l'autre charge et vous la ramenez de l'infini à la distance R12. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait en fait, si on applique le théorème de l'énergie cinétique, on sait que delta EC, donc la différence d'énergie cinétique, elle sera égale en fait au travail qui est effectué par l'opérateur. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que la charge n'est pas un mouvement, pas pour l'instant. On est encore en électrostatique. Donc, ni dans la... Dites-moi. C'est le grand 8 ou pas? Où est-ce qu'il y a un... je sais pas. Non, travail et énergie, c'est juste un point du cours. C'est pas une partie. Ouais, c'est juste une partie du cours. Ici, on l'appelait pétissé, mais c'est juste un sous-paragraphe. C'est pas le grand 8. On est toujours en fait dans ce qui devrait être le 7 ou le 8. Je sais pas parce que ce chapitre, il a été numéroté, mais... Ok, d'accord, merci. 4, 5... Non, c'est bon. Ici, on est à 6. On est encore dans le 7. Et du coup, j'ai perdu le fil. Donc, la charge n'est pas un mouvement, ni dans la position de départ, ni dans celle d'arrivée. Et donc, on a quoi? Si vous appliquez le théorème, en fait, de l'énergie cinétique, vous avez quoi? Vous avez que l'énergie cinétique, en fait, la différence d'énergie cinétique sera nulle.
puisque la charge n'est pas un mouvement. Et par contre, vous savez que finalement, vous avez le travail de l'opérateur plus le travail de la force de Coulomb dans votre système. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en passant par le théorème de l'énergie cinétique, on peut retrouver ce que l'on avait en fait hypothisé d'un point de vue théorique. Ça veut dire qu'en gros, si vous voulez rapprocher ces deux charges qui se situent initialement à l'infini, un opérateur, il doit compenser l'énergie potentielle. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que pourrait être un opérateur, par exemple? Toi. Ok. Dans un modèle de physique idéal où tu prends une charge ponctuelle avec une pince et tu la déplaces d'un endroit à l'autre. D'accord? Ok. Après, dites-vous qu'il y a certaines formes de microscopie. Dites-moi quand vous avez terminé d'écrire, comme ça je peux vous faire un exemple un peu relié en fait à la vraie vie, si je peux dire ça. Dites-moi quand c'est bon pour vous. Je vais finir en fait et après on en rediscute. Et donc, je peux dire quoi? Eh ben, je peux dire qu'en ayant calculé que VAB est égal, c'était la partie 6 qu'on avait calculée tout à l'heure, en fait, c'était notre travail et notre énergie potentielle. Et ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire en fait que l'énergie potentielle d'interaction, entre deux charges ponctuelles, qu'est-ce qu'elle aura comme formule? EP0, EP1, EP2, Q1, Q2, 4pi epsilon 0, R1, 2. Et que cela est égal en fait, j'ai plus assez de place, au travail en fait de l'opérateur. D'accord? Dites-moi quand c'est bon pour vous. Dites-moi quand c'est bon pour vous. Vous avez tout noté. Ouais, c'est bon. Donc, je vous disais tout à l'heure. Une minute. 8 minutes. Après, ces explications, vous raconter une petite histoire en fait. C'est même pas une histoire. C'est. Juste, madame, vous pouvez redire ce que c'était le travail de l'opérateur? Le travail de l'opérateur, c'est le travail que tu dois effectuer pour vaincre en fait l'énergie. Et je vous ai donné comme exemple en fait deux charges de signes opposés. Donc, si vous voulez ramener vos charges de l'infini à la position R1,2, vous devez utiliser comme énergie une énergie qui soit égale au moins à l'énergie potentielle entre 1 et 2. Tu es d'accord? Après, ça reste un modèle. Hein.
C'est clair ou pas trop, pas du tout? Pas trop. Genre, en gros, il faut que le travail entre deux charges, il soit. Bah, en fait, tu dois équilibrer, si tu veux, par ton travail, le travail de la force de Coulomb. Les charges, elles ne vont pas aller spontanément, si tu veux, de l'infini à la position R1,2. Elles sont très bien à l'infini, là où elles sont en fait dans une position d'équilibre. Là, tu sais que par contre, si tu veux les ramener en fait à une position, à une distance R1,2, eh ben, tu dois équilibrer avec ton travail en fait au moins l'énergie d'interaction. Donc, tu dois Ok, fournir d'accord. au Ok, je système vois. suffisamment d'énergie pour dire, eh ben, en fait, vous avez besoin de ça pour interagir. Moi, je vais vous donner cette énergie de façon que vous soyez exactement à la distance que je veux. D'accord? Ok, d'accord. Donc, tu ramènes, si tu veux, tu sais qu'il y a la force de Coulomb en fait, qui agit sur tes deux charges. Pourquoi? Parce que les deux charges, en fait, Q1 ressent le champ électrique qui est généré par Q2 et vice-versa. Donc, tu es obligé de apporter, si tu veux, de l'énergie de l'extérieur pour pouvoir vaincre en fait la force de Coulomb. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'interaction entre deux charges ponctuelles. D'accord? Ok. Donc, avant de passer au condensateur, pour vous dire, effectivement, c'est dur de travailler avec une charge ponctuelle plus, une charge ponctuelle moins. C'est très dur. D'un point de vue conceptuel, le fait de travailler avec une charge à la fois, ça peut paraître assez abstrait. Mais dites-vous que, par exemple, il y a une technique de microscopie qui s'appelle microscopie à force atomique. Est-ce que je peux changer de feuille? C'est pas dans le cours en fait, c'est vraiment pour vous expliquer aussi un peu ce que l'on fait. Je peux changer de feuille ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais. Donc, il y a une technique qui s'appelle, du coup j'aurais pu sauvegarder. Microscopie, surtout, vous notez pas ça. Si vous voulez, vous allez chercher sur Internet le fonctionnement d'une AFM. Mais dites-vous que si vous avez, par exemple, des matériaux qui font quelques nanomètres, vous pouvez venir, en fait, tapoter la surface de votre matériau avec une pointe. Donc, la pointe, elle est invisible à l'œil nu. Et en fait, cette pointe-là, derrière cette pointe, en fait, il y a un faisceau laser. Donc, par l'interaction des atomes qui sont sur votre pointe, vous venez étudier la morphologie de dépôt qui fait quelques nanomètres d'épaisseur. Donc, c'est que je vous raconte en fait dans le cours de physique, ça peut paraître vraiment hyper abstrait parfois. Et parfois, je vous l'ai dit, on utilise des modèles. Donc, vous n'allez pas forcément demain descendre à la rue, prendre une charge moins et l'approcher une charge plus. Mais par contre, il y a des techniques qui exploitent en fait les interactions électrostatiques. D'accord? C'est un peu ça le but de ce que je vous dis. C'est clair enfin, ça vous parle un peu comme exemple ou pas du tout? C'est encore pire. Ok, j'ai fait un. Enfin, c'était pour vous dire qu'en gros, il y a des applications liées en fait à la force de Coulomb et aux interactions, à l'énergie potentielle en fait d'interaction. D'accord? Il y a des vraies applications dans la vie de tous les jours. Si vous tapez microscopie par force atomique, vous allez voir comment cela fonctionne. C'est très précis comme technique et ça permet d'avoir des informations sur des systèmes de taille vraiment très 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 petite. D'accord? Mais avec le laser, il n'y a pas une excitation de la matière? Comment? Il n'y a pas d'excitation de la matière avec un laser? Non, parce que le laser, en fait, ton matériau, il est là. Et en fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu as une pointe. Ça, c'est ta pointe. D'accord? Et donc, ce que tu vas faire, c'est que cette pointe, en fait, elle va vibrer. Et tu as l'interaction entre les orbitales du métal qui est des atomes, en fait, qui sont sur la pointe, avec les atomes de ton matériau. Et grâce à cette interaction, tu peux savoir comment il est fait ton matériau. S'il est lisse, s'il est rugueux. Et voilà. Mais le laser, il ne touche pas la pointe, en fait. Le laser, il est réfléchi par un levier qui est accroché à la pointe, justement pour ne pas détruire les échantillons. Du coup, c'est un complément comme outil. Euh, C'est par exemple quand on utilise des structures particulières sur des cellules ou un truc comme ça, non? Ouais, exactement.
ça veut dire que, par exemple, vous pouvez étudier les systèmes biologiques fragiles en utilisant cette technique. Parce que justement, elle vous permet... Après, il peut aussi arriver que des molécules, en fait, du matériau vert restent accrochées à la pointe. Hein. Et là, vous bousillez la pointe, vous bousillez tout. Ça peut arriver. Mais par contre, ça reste un outil hyper puissant et dans laquelle vous utilisez finalement des interactions électrostatiques. Donc, en recherche, en fait, ce genre de choses sont vraiment très bien exploitées. OK. Après, voilà, si vous êtes curieux, vous tapez Atomic Force Microscopy sur Google et vous regardez un peu ce que c'est. Ça peut être toujours la minute culture de la journée. Donc, est-ce que je peux continuer le cours? On change de sujet. Et je vais vous parler de conduction électrique. Donc, on est dans le chapitre 4, je crois, c'est ça? Allez, pourquoi tu ne veux pas disparaître? Chapitre 3, non? Potentiel énergie, c'était chapitre 2. Ah, d'accord. Bah, du coup, ça change tous les ans. Du coup, si vous voulez, chapitre 3, ouais. Enfin, je crois que c'est ça. Parce qu'il y a un chapitre 0, et parfois le chapitre 0, je l'appelle chapitre 1, en fait. Donc, conduction électrique. Donc, c'est quoi un conducteur pour vous? Dites-moi. Quelque chose qui peut transmettre des électrons. Ouais. Et donc, ça veut dire que il a des porteurs de charge qui sont comment? Positif. Hmm. Négatif, du coup. En fait, que ça soit négatif ou positif, on s'en fiche un petit peu. Par contre, on sait que en fait, un conducteur est un système macroscopique qui a des porteurs de charge qui sont libres, qui ne sont pas accrochés les électrons, en gros, ils ne sont pas accrochés aux atomes. Autrement, ils ne pourraient pas transporter le courant. Vous êtes d'accord? Donc, les porteurs de charge libres. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces porteurs de charge? Eh bien, en fait, c'est le principe de quand vous allumez la lumière chez vous, s'il y a une force extérieure, ces électrons-là, ils peuvent se mettre en mouvement. Donc, c'est sous l'action. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples en fait de conducteurs? Juste pendant que j'éteins le chauffage, il fait super chaud chez moi. Des fils de cuivre. Ouais, exactement. Donc ça veut dire que les métaux, par exemple, sont des très bons conducteurs thermiques et électriques. Ensuite, vous connaissez quoi d'autre comme conducteur? Donc les métaux. L'air. C'est vrai? C'est un bon conducteur pour toi, l'air? L'eau. L'eau, ouais, l'eau. Donc, l'air, en fait, l'air, oui, à condition que dans ton air, il y ait un plasma. C'est le plasma qui est conducteur. Ça veut dire que quand tu as un gaz raréfié et tu fais passer une décharge dedans, eh ben, effectivement, tu as un bon conducteur. Donc, l'air, oui, conducteur, mais qui est sous la phase plasma. Hein. On est d'accord? Ensuite, quelqu'un m'a parlé d'eau. L'eau pure, elle conduit très mal. On parle plutôt d'électrolytes. C'est les Ça veut dire minéraux, que... non? C'est pas à cause des Comment? minéraux? Comment? C'est les minéraux? Exactement. Donc, en fait, si par exemple, vous avez un électrolyte, ça veut dire du NaCl plus de l'eau, et bah, du coup, en fait, ça conduit très bien l'électricité. Je suis bien placée pour vous le dire, je suis électrochimiste. Donc, c'est ce qu'on utilise, en fait, dans les laboratoires pour pouvoir déposer les matériaux, notamment pour faire les revêtements métalliques sur des grosses pièces. À chaque fois, on utilise des électrolytes. Donc, ils conduisent très bien en phase liquide, du coup, le courant. Et ensuite, on a autre chose. Qu'est-ce que vous utilisez en électronique?
pour conduire le courant? Ou qu'est-ce qu'il y a dans les panneaux solaires? Des cellules photovoltaïques. Absolument. Panneau solaire, en fait, c'est l'échelle supérieure pour une cellule photovoltaïque. Mais du coup, ta cellule photovoltaïque, elle est faite en quoi? En métaux, je sais plus c'est quoi les Non, métaux. elle est faite sémiconducteur. C'est un sémiconducteur dopé, comme par exemple le silicium cristallin. D'accord? Donc, si on regarde en fait plus dans le détail, il faut qu'on parle de courant électrique. Et donc, pour le courant électrique, donc on sait que c'est quoi ce courant électrique finalement? Alors, le courant électrique est c'est quoi pour vous un courant électrique? Un déplacement d'électrons. C'est ça. Un flux d'électrons. Ouais, c'est ça. Donc, est le résultat d'un déplacement d'ensemble de particules chargées. D'accord? Donc, l'intensité de courant I est donnée par le flux ou le débit, comme vous voulez, de charge qui traverse une section grand S. Je vais vous faire un dessin à la page d'après. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Plus précisément, la quantité de charge, en fait, c'est un L majuscule moche, mais c'est un L majuscule. Donc, la quantité de charge dQ qui passe à travers S entre T, l'instant T et l'instant T plus dt vaut dQ, donc I de T, dt. Et donc, quelles sont les unités? Bon, pour la charge, vous connaissez. Quelle est l'unité de mesure de la charge? Le coulomb. Le coulomb, très bien. Pour le temps? Des secondes. Très bien. Et pour le courant, vous avez quoi? Est-ce que vous savez? Des coulombs par seconde. Ouais, des coulombs par seconde, pour les amis, on va les appeler des ampères. Ampères. Ouais. C'est un hommage à André-Marie Ampère. C'est vrai ça ou pas? Madame, juste vous avez écrit la quantité de charge dQ qui passe à travers S entre. T et T plus dt. Ah, ok. C'est moche, je te l'accorde. Dites-moi quand c'est bon pour vous.
Je vais mettre sur desktop. Est-ce que je peux changer de feuille? Oui. Attendez juste 2 secondes. 2 secondes, allez. C'est bon, merci. OK. Donc, je vais essayer d'utiliser toutes mes capacités de dessin pour modéliser en fait un courant électrique. Donc, si ça, c'est ma section ça, c'est une section en fait. J'aurais dû le faire en pointillé derrière. Hein. D'accord? Ça, cette partie-là, elle est en pointillé. Si vous voulez, je peux venir effacer. Je peux essayer d'effacer. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on sait? Ça, c'est finalement ma section DS. Ici, on a un point M. Donc, ça, c'est la normale à la surface. Ici, vous avez le vecteur vitesse. Dans le point M et à l'instant T. Ici, c'est l'angle θ entre la normale à la surface et la vitesse. Ici, eh ben, vous avez le déplacement de votre particule chargée dans votre section. Donc ici, en fait, ça c'est la figure qui vous représente la modélisation du courant électrique. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut aller plus loin dans notre raisonnement qui exprime, enfin, pas dans notre raisonnement, mais dans l'expression de la formule pour le courant électrique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fait, et ça c'est plutôt S, hein, c'est pas DS, c'est pas vrai. Ça c'est une section S, en fait, à travers laquelle on calcule le flux. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, en fait, on va considérer une section grand S orientée par la normale et calculons la quantité de charge qui la traverse pendant une durée dt. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en fait pour les porteurs de charge? On peut dire que si ici vous êtes à l'instant t, et ben en fait, ici sur la face que je vais colorier en vert, vous êtes à quel instant? Regardez. Si vous partez de ici, en fait, donc imaginez qu'ici vous regardez un morceau de fil conducteur, un fil de cuivre. Et vous regardez le flux d'électrons, que donc on a compris, c'est en gros combien d'électrons passent dans la section de votre fil conducteur. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'ici, si vous êtes à l'instant T, sur la surface grand S, vous êtes à quel instant? T plus dt, vous êtes d'accord?
quand vous êtes dans ce point. Ça veut dire que vous êtes à l'instant t plus une quantité infinitésimale de temps dt. Et donc, on va maintenant aller s'intéresser à la quantité de charge qui traverse cette surface. Comment j'écris le volume infinitésimal pour ce type de figure? Ça, c'est la section S. Comment j'écris le volume d'un cylindre, en fait? Si on vous donnait ça, on vous disait, calculez-moi maintenant l'élément infinitésimal de volume. Ok, quelqu'un veut me dire. DR, ah bah voilà. RDR, RDR dθ dz. Ok, RDR dθ dz, ça c'est dans le cas général. Est-ce que dans le cas de notre problème, on va dire de notre section, on peut les appeler différemment? La hauteur du cylindre, ici, elle est égale à quoi? Regardez un petit peu. VDT. Yes. Et la surface, ici, elle est égale à ds, dsn. On est d'accord ou pas? Donc, ça veut dire que si je ressemble les informations, j'aurai ds, dτ, qui est égal à ds v, dsn, pardon. VDT. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je sais? Je sais aussi que la quantité de charge qui traverse la section, donc dQ, la section ds, entre t et t plus dt vaut dQ est égal à ρ dτ, où ρ est la densité volumique de porteur. Donc, en intégrant sur toute la section, on trouve, je voulais mettre je, mais on trouve, quoi? On trouve que dQ est égal en fait à dt ρ v scalaire nds. D'accord? Et donc, l'intensité est le flux d'un vecteur J qui est égal à ρ v. D'accord? Ça, c'est avec J densité de courant électrique et donc, on peut dire quoi? On peut dire que I de t, je vous le mets à côté, mais vous le mettez en dessous. J'ai encore une petite espace ici. Je vais faire un encadré en fait pour pouvoir écrire dedans. Vous écrivez un... Madame, on dit que dQ est égal à dt avec des intégrales? Grand Q ou... Ah, je viens de voir un truc. C'est vrai, vous trouvez Q. Parce que si on intègre, c'est plus dQ, du coup, à gauche. Ouais, c'est... en fait, on va faire autrement. Regardez ce qu'on va faire. On va appeler la quantité de charge. On va faire comme ça. C'est mieux? Comme ça, ici, on peut garder dQ. Je ne vais pas l'appeler Q parce qu'en fait, il y a un dt dedans. D'accord? Donc, cette quantité de charge
D2Q, on va l'appeler en fait D2Q. Au lieu de l'appeler C que vous appelez en général DQ, on l'appelle D2Q. OK? Pour pouvoir regarder DQ ici. On a juste changé le nom. Et donc, si j'arrive à la fin, après avoir utilisé cette notion de densité, je trouve que I de T est égal à l'intégrale de J scalaire NDS. Et donc, I de T s'exprime en ampères. Ici, vous avez des ampères par des mètres moins 2 qui multiplient des mètres carrés. Et donc, si le courant est constant, si le courant est uniforme, on aura que J est égal, en fait, on aurait que I, pardon, J scalaire N, S. Mais du coup, on copie DQ égale machin, l'intégrale ou c'est faux? Non, 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 c'est juste. Ok. Regarde, parce que ici, en fait, si tu veux, j'ai appelé ce D2Q. Mais en fait, ici, on ne peut pas vraiment mettre DQ parce qu'il était en train de considérer, en fait, la quantité infinitésimale. Enfin, ici, on ne peut pas mettre grand Q parce qu'on s'intéresse à la quantité infinitésimale de charge. Tu es d'accord? C'est pas grand Q charge totale, c'est la quantité infinitésimale de charge qui traverse ton conducteur lors du temps, en fait, dt, lors de l'intervalle de temps dt. Donc, on s'intéresse quand même à une quantité infinitésimale. On n'a pas intégré le temps, si tu veux. D'accord? Ok. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on a défini en fait? Qu'est-ce qui est très important? Et ben en fait, ici, on a défini en fait ce vecteur densité de courant en ampères par mètre moins 2 qu'on va retrouver souvent et qui nous permet en fait de dire si quelle est la densité de courant pour un conducteur donné. Donc, si vous voulez, on a défini en fait une densité de charge, donc une quantité de charge par mètre. Rien ne nous empêche de définir cette fois-ci une densité de courant, c'est-à-dire une quantité de courant en fait par unité de surface. D'accord? Ça va trouver tout son significat dans quelques temps. Ça va ça ou pas? Et donc, si vous avez un courant qui est uniforme, finalement, vous n'avez pas besoin d'intégrer, en fait. I sera égal à J scalaire NS. D'accord? Et si vous avez plusieurs porteurs de charge, eh ben, J, je vous le mets là, sera égal, en fait, à la somme de toutes les contributions. Ça, c'est pour plusieurs porteurs de charge.
Dites-moi si c'est bon pour vous. J'entends du bruit. Est-ce que je peux continuer? Ouais. Oui. Ok, cool. Donc, on va parler de un concept très important, une loi que vous allez utiliser beaucoup dans l'année, qui s'appelle la loi d'Ohm locale, et qui s'applique donc au conducteur. Donc, la loi d'Ohm locale, elle nous dit qu'un conducteur soumis à un champ électrique E, est le siège d'un courant. De densité surfacique J égale gamma E, où gamma est la conductivité et qui s'exprime en Siemens par mètre moins 1. Donc, la conductivité dépend de quoi? De quoi dépend la conductivité d'un matériau selon vous? Bah, de sa matière déjà. Déjà, du conducteur, très bien. Sa densité? Ouais, la densité, voire oui, mais on va dire que en fait, le conducteur, le matériau, en fait, intrinsèquement, il aura une densité de porteur. Donc, le fait de parler de conducteur, déjà, ça veut dire que finalement, vous avez, vous prenez en compte en fait la densité de porteur. C'est juste, ta remarque, elle est juste, mais en fait, ça répond à la nature intrinsèque du matériau. Quoi d'autre? Quel est l'effet que vous connaissez qui diminue La température? la température? Du coup, pourquoi tu m'as dit température? Tu as pensé à quel effet? Parce que quand un matériau, par exemple, est froid, du coup, sa structure, elle est plus ordonnée, donc le courant, il passe mieux dedans. Exactement. Quand un matériau, mais en fait, tu te réfères aux métaux. Parce que du coup, Oui. Parce que les semi-conducteurs, c'est l'inverse. Les semi-conducteurs, pour les faire bien conduire, il faut les chauffer un petit peu. Madame, un métal en fusion, il peut conduire l'électricité? Un métal en fusion, je sais pas. Bah oui, si, il pourrait conduire l'électricité, hein. A priori, hein. Mais après, je pense que le métal en fusion, il conduit moins bien l'électricité en fait qu'un métal à l'état solide. Si vous voulez, à la fin du cours, je vous fais un mini topo sur le ligand métallique, sur la liaison pardon, métallique, pour vous expliquer pourquoi les métaux ils conduisent aussi bien l'électricité. Ça vous va? Mais ça Très sera bien. plutôt à l'état solide. Métaux en fusion, je pense que oui. Ils conduisent, parce que du coup, on fait de l'électrochimie dans les sels fondus. Donc, logiquement, je vais dire oui. Mais à l'état solide, les métaux, ils conduisent très, très bien quand même, hein. Il y a encore un autre paramètre sur lequel on peut intervenir. Par exemple, la pression. Donc, à 17,10, vous me dites, madame, liaison métallique. Si cela vous intéresse, bien entendu, hein. Et donc, on sait quoi? Que l'exemple qui est dans les métaux, c'est exactement ce que vous m'avez dit. Gamma diminue si la température augmente. Vous avez des pertes par effet Joule, en fait. D'accord?
Et donc, vous avez plusieurs conducteurs. Vous avez plusieurs conducteurs. Donc, en fonction de gamma, ce paramètre est très important et on donne en fait une conductivité par mètre moins 1. Ça veut dire qu'en fonction en fait de la quantité, si vous voulez, de la longueur de votre conducteur, vous connaissez quelle sera la valeur de conductivité. Donc, c'est très important d'avoir une unité en Siemens par mètre moins 1. Et donc, si on s'intéresse au conducteur, on va utiliser ce qu'on appelle, on va étudier en fait le modèle de Drode. Donc, dans ce modèle de Drode, qui date de 1900, vous avez ce qu'on appelle un modèle macroscopique en fait du phénomène de la résistance dans les conducteurs. Et donc, en 1900, Drode, il a proposé un modèle classique expliquant, c'est ça le modèle de Drode, expliquant, c'est pas ce que je voulais écrire, il n'y a pas un C. Pardon, madame, vous l'écrivez comment le nom? Drode, D-R-U, avec les trémas. D'accord, merci. Modèle classique donc, qui explique la conduction électrique. Donc, il est très important pour que le modèle de Drode soit valable que, en fait, les hypothèses suivantes soient respectées. Donc ça, vous avez les hypothèses pour pouvoir appliquer ce modèle. Donc, à chaque fois, en fait, que vous devez appliquer un modèle en physique, je pense que ça, vous le savez, même en chimie, hein, on doit faire des hypothèses, en fait, de fonctionnement. D'accord ? Après, en chimie, c'est un peu différent. Vous avez quand même une grosse partie empirique, donc même si vous faites des hypothèses, la nature, elle vous rappelle que c'est la matière qui commande. Donc, la première chose qu'il faut considérer, c'est l'approximation des électrons libres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électrons de conduction forment un gaz parfait. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un gaz parfait? On prend de l'avance sur le cours de thermo de l'année prochaine. C'est quoi un gaz parfait? Un gaz où il n'y a pas d'interaction. Ouais, exactement. Donc, ça veut dire que les électrons libres, donc les particules, n'ont pas d'interaction entre elles. Et leur volume, en fait, est négligeable par rapport à la taille du système. D'accord? OK. Et donc, ça veut dire quoi? En fonction, en fait, forme un gaz parfait. Donc, les particules sont chargées, c'est mieux. Et j'ai besoin de changer de feuille. Je vous attends et après, je changerai de feuille.
Mais ça n'existe pas des gaz qui sont parfaits, c'est juste un idéal, quoi. Ouais, en fait, théoriquement, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est dur de, comment dire, d'avoir un gaz parfait. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te mettre dans des conditions où ton gaz, tu peux le considérer parfait. Ça veut dire que si le volume du système est très, très, très grand, en fait, tu pourras négliger à la fois tu peux considérer en fait que ta densité de particules est faible au vu de la quantité de ton volume. Et donc, tu peux considérer que le volume de tes molécules est négligeable par rapport à la taille du système et qu'il n'y a pas d'interaction. D'accord. C'est un modèle. Après, c'est un modèle. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle un modèle. Oui, c'est parce que je regardais sur Internet, là. J'essayais de comprendre un peu. Je vais vous faire un dessin. Tu me diras si mon dessin il est aussi bon que Internet. Et mon explication aussi. Là, je suis encore au début. Est-ce que je peux changer de feuille? Oui. Donc, les particules sont chargées et indépendantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que à l'absence de champ extérieur, les électrons ne ressentent aucune force en moyenne. Et se déplacent en ligne droite. À cause de l'agitation thermique. Donc, vous avez quand même le phénomène de l'agitation thermique. Vous voyez ce que c'est l'agitation thermique? Mais du coup, ça veut dire que le volume, il est important. Pourquoi il est important? Bah, les gaz parfaits, c'est pas relié au nombre de moles dans un cube ou je sais pas trop quoi, un truc comme ça, non? En fait, là, ton volume, tu considères que tu as un comportement de type gaz parfait. On ne va pas du tout s'intéresser au volume. Tu dis, OK, j'applique le modèle de Drott, ça veut dire que mon système, c'est un gaz parfait. Donc, j'ai des charges ponctuelles, d'accord, des molécules ponctuelles. J'ai pas d'interaction entre elles et il n'y a que de l'agitation thermique. Et donc, tu as un parcours, en gros, tu sais que les molécules, en fait, je vais vous parler maintenant, juste après, je vais vous parler en fait de l'agitation thermique. Je vais vous parler de la liaison métallique juste après. Mais le volume, il n'est pas important. En fait, le volume, il ne rentre même pas dans nos hypothèses. De toute façon, on a dit que c'est un gaz parfait. Donc, on connaît la définition de gaz parfait. PV égale NRT, normalement. Ouais, mais en fait, on ne va pas du tout l'utiliser. C'est-à-dire qu'on dit que les porteurs de charge, ils se comportent comme un gaz parfait, comme un gaz d'électrons, si tu veux, si on pense à la conduction dans les métaux, mais on ne va pas forcément rentrer dans les histoires de volume. Je vous donne la deuxième hypothèse pour le modèle de Drode. Donc, les électrons sont diffusés par les défauts du réseau cristallin. Et après chaque collision, la vitesse est redistribuée de façon aléatoire. Du coup, on utilise les vitesses limites, c'est ça? Ouais. Plutôt les vitesses moyennes, du coup. Parce que tu feras une moyenne sur les comportements de tes électrons. Vitesse limite, c'est un peu... En fait, c'est vraiment si tu te mets dans C'est le régime permanent. la thermo. Ok.
D'accord. Je me fais un réseau cristallin, je mets des lignes en dessous juste pour que le dessin il tienne un peu la route. Mais vous mettez que les points, hein. Même avec ça, mon dessin il tient pas très bien la route. Donc si j'ai un réseau cristallin comme ça, qu'est-ce que je sais? Bah, je sais que j'aurai des défauts. D'accord. Vous voyez ce que c'est un réseau cristallin? Parce que là, peut-être, je vous parle d'un truc. C'est quoi le réseau cristallin? Je pense que ce serait pas mal de réexpliquer. Est-ce que quelqu'un le sait? Ce que c'est un réseau cristallin? Non. Bah, en fait, c'est juste l'empilement d'atomes dans un matériau. Il n'y a pas une question après avec des motifs qui sont. J'entends pas. Il n'y a pas une question après des motifs qui sont périodiques, enfin, qui Ouais, qui bien seraient- sûr, bien sûr. Mais là, on va pas y aller, hein. On va pas aller là faire la cristallo. Réseau empilatome, réseau cristallin, donc empilement des atomes dans l'espace. C'est très réductif. Ne le dites pas au cristallographe que je vous ai dit ça. Mais en gros, c'est ça. Et donc, on sait quoi? On sait que nos électrons, bah, ils vont se déplacer en fait en utilisant les défauts du réseau cristallin. D'accord? Donc, eh ben, je pars d'ici. Je voulais une ligne droite, ça aurait été mieux. Donc, je vais aller ici. Ensuite, je vais aller là. Ensuite, je vais aller là. D'accord? Et ainsi de suite. Mais madame, ça veut dire quoi des défauts dans le réseau cristallin? Je comprends pas. Ça veut dire que, par exemple, si tu as un matériau semi-conducteur, parfois, au lieu d'avoir que les grains en fait, de ton matériau, ils sont collés les uns aux autres. Donc, imagine, tu as un empilement qui est comme ça, d'accord? Et en fait, à un moment, au lieu d'avoir un empilement qui est comme ça, tu as 4 grains qui se mettent comme ça. Donc, toi, dans ton réseau d'empilement, en fait, ça te fait un défaut. Je vais essayer de vous trouver en fait des images pour la semaine prochaine de ce qu'on appelle des joints de grains. Donc, en gros, tu sais que tu as des images au microscope électronique, je parle. En fait, tu sais que quand tu empiles tes atomes dans un réseau, je vais essayer de voir si je ne peux pas vous partager ça tout de suite, en fait. Et bien ça, en fait, ça, le fait que vous avez des défauts, ça veut dire que le réseau cristallin, l'empilement, il n'est pas parfait. D'accord? Donc, j'essaie de vous partager ça s'il veut bien. On va voir si c'est supporté en fait par Teams. J'ai trouvé l'image d'un métal réel. Et en fait, pas du tout, c'est pas supporté. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. C'était très bien. En fait, c'était trop beau pour être vrai. Donc, je peux pas. J'essaie de vous la partager en fait en fond d'écran. Regardez. Regardez ici, dans un métal réel. Donc, je vous ai donné un empilement idéal. Vous voyez ma figure à droite ou pas? Ouais. Ouais, donc regardez, dans un métal réel, en fait, les points noirs que j'ai dessinés sur ma feuille, ce sont les atomes métalliques. Par contre, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Eh ben, vous pouvez avoir que dans votre réseau cristallin, eh ben, il y a un emplacement en fait qui est vide. Donc, vous avez ce qu'on appelle une lacune. Vous avez ce qu'on appelle aussi un joint de grains. Ça veut dire qu'en gros, vous vous retrouvez avec une agrégation, en fait, par exemple, d'un impureté. Donc, votre métal, votre cuivre, ce n'est pas à 100% du cuivre, il peut toujours y avoir une petite impureté. Et donc, cette impureté-là, ça fait partie des défauts du réseau cristallin. C'est clair ou pas? Et du coup, les électrons, ils passent que par là. Exactement. Donc, dans notre modèle, dans le modèle de Drode, les électrons, ils passent que par là.
Je voulais regarder, je voulais vous trouver en fait des images. Enfin, ça, ce sont des images de microscopie. C'est un peu difficile à lire, c'est pour ça que je voulais vous trouver quelque chose de mieux, de plus clair, parce que c'est quand même pas évident en fait. Si vous voulez, est-ce que vous voyez ma flèche là qui bouge? Si ça c'est un grain, donc vous avez cette figure là, ça c'est un grain, et en fait, les matériaux, comment ils sont faits? Bah, ils sont faits par un ensemble de grains qui sont collés les uns aux autres. Et l'endroit où les grains ils sont joints les uns aux autres, on appelle ça des joints de grains. Et donc c'est là que vous avez finalement, dans le modèle de Drode, la conduction électronique. Est-ce que c'est clair ça pour vous? Un peu plus clair. Donc selon lui, bah, par exemple, si j'ai une barre en métal devant moi, Ouais, le courant il passe par les joints de grain. ouais, par les Mais comment défauts. il fait pour aller d'un joint de grain à un autre si je Ah, mais touche ça, pas? on va donner. C'est un modèle, donc ça ne sera pas forcément hyper réaliste, d'accord? Ah, C'était juste pour vous expliquer. Mais oui, c'est un modèle. C'est ce que je vous dis, c'est un modèle. Donc, on vous donne des hypothèses. Ça veut dire que vous faites ces hypothèses-là et vous les respectez dans votre modèle. Et finalement, aussi, l'histoire des collisions en fait rectilignes, c'est dur à dire, ah ouais, l'électron, il va partir tout droit. Mais en physique, pour pouvoir avancer, vous êtes obligé d'avoir des modèles. D'accord? Donc, troisième point, est-ce que vous voyez mon tableau blanc là? C'est bon? C'est revenu? Oui. Et Du donc, coup, madame, ça veut dire que les électrons, ils n'auront jamais le même chemin? c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de libre parcours moyen. Après, ça reste très dur à quantifier la conduction dans un métal, hein. Imaginez-vous, pour connaître exactement la trajectoire d'un électron, c'est un boulot monstrueux en fait. D'accord? Surtout s'il se propage à travers les joints de grains. Vous avez vu que dans les matériaux, c'est quand même assez compliqué. Donc, on sait que le temps de libre parcours moyen ou temps de relaxation taux est défini comment? Bah, c'est la durée moyenne entre deux collisions. Donc, taux est indépendant de la vitesse des électrons. L'ordre de grandeur de taux est de environ 10 moins 14 secondes. D'accord? Le déluge. Comment? D'accord? C'est bon pour vous, ça ou pas? Mais du coup, c'est l'énergie du champ électrique qui les déplace, les électrons. C'est ça, exactement. Ça veut dire qu'en gros, s'il n'y a pas de champ électrique, ils ne bougent pas. Enfin, ils vont en ligne droite, mais ils ne font pas grand-chose. C'est le champ électrique qui va déplacer ça. Donc du coup, c'est homogène, non? Parce que sinon, ça On marche pas. va y arriver. Tu me diras si à la fin du cours, tu as toujours cette question. Ok. Ça te va? Donne-moi, allez, 10 minutes, un quart d'heure. Ok. Ok? Est-ce que je peux y aller là? 2 secondes, madame, s'il vous plaît. 2 secondes. Là, après, on a fait des hypothèses, hein. C'est-à-dire qu'on a dit la vitesse est redistribuée de façon aléatoire. On a un temps de libre parcours moyen. Donc, ça veut dire que on considère la moyenne de tous les électrons.
Je peux y aller? Donc, Oui? non, j'ai bien suivi. Ah, d'accord. J'ai pas entendu. Je peux pas bien entendu. Mais madame, du coup, ils font comment pour se déplacer en ligne droite, les électrons, si ils se déplacent que dans chaque interstice? Eh ben, ça, ils sont tout petits hein, par rapport. Bah, allez, je vais vous montrer la liaison métallique maintenant. Genre, vu qu'ils sont très rapides, enfin, genre, Regarde, s'ils peuvent pas se prendre une paroi du métal ou un truc comme ça. je te montre un truc, juste pour avoir une idée un peu plus précise de ce dont on parle. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais. Donc, dans un métal, par exemple, mais après, le modèle de Drude, il peut être appliqué à tout conducteur. Mais dans un métal, en fait, en général, vous avez que les atomes. Donc, un atome, il est constitué d'un noyau positif avec un nuage électronique qui est tout autour de l'atome. Vous êtes d'accord? Et donc, l'atome, il est plus là, donc il est dans des positions figées. Et tout autour, en fait, vous avez ce qu'on appelle un gaz d'électrons libre. Donc, tu vois bien que finalement, ton électron par rapport au noyau, il est plus petit. Donc, il aura quand même la place de se déplacer en ligne droite. Mais encore une fois, je répète, c'est un modèle. Hein. Donc, c'est quand même une grosse hypothèse qu'on fait sur la direction de déplacement des électrons. Après, vous pouvez forcer la direction des électrons, c'est tout ce qui est accélérateur de particules. Hein. D'accord? Mais sinon, considérez que dans un métal, en fait, vous avez des atomes positifs, donc les noyaux qui sont positifs, qui sont dans des positions figées, et tout autour, vous avez un gaz d'électrons. Et donc, dès que vous donnez, quand vous allumez le courant chez vous, en fait, ce gaz d'électrons-là, il est très mobile, c'est un gaz. Donc, les électrons, ils peuvent tranquillement bouger entre les noyaux qui, eux, sont fixes. C'est plus clair, ça, ou pas? Ouais? Ok, ouais. Ou pas du tout? Si. C'est pas évident en fait, hein. C'est pas évident du tout. On est vraiment dans la science des matériaux, ce qui est super cool, mais ça reste assez compliqué et il faut faire beaucoup d'approximations parfois. Donc, je continue. Donc, dans le modèle de Drude, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'entre deux collisions, la vitesse d'un électron qui est soumis à un champ extérieur E vérifie la seconde loi de Newton. Donc ça, c'est un modèle classique. Hein. D'accord? On utilise, en fait, si vous voulez, on essaye de faire la connexion entre comportement microscopique ou plutôt mésoscopique du matériau et phénomène macroscopique tel que la conduction électrique. Macroscopique, c'est quelque chose qu'on arrive à observer à notre échelle. Donc, on sait quoi? On sait que ça, c'est la force de Coulomb, vous la reconnaissez là. Enfin, c'est pas la force de Coulomb vraiment, c'est ce qu'on avait expliqué en fait c'est ce qu'on avait donné quand on a parlé de la charge test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que V est égal à moins E MET plus V0. C'est une équadif où V0 désigne la vitesse après la dernière collision et T le temps compté
Je pense que je me suis... Ça, c'est un fromage. À partir de la dernière collision. Donc, on sait quoi? On sait que le courant est lié à quoi? À un flux de particules, donc à un mouvement d'ensemble. Donc, il faut effectuer une moyenne sur l'ensemble d'électrons au même instant. Et donc, on sait quoi? On sait que la vitesse moyenne sera égale à moins E sur ME moyenne du temps plus V0 moyenne. Et on va dire qu'avec cette façon en fait de considérer un comportement moyen, eh ben, on se dit, on va considérer en fait le phénomène d'ensemble. Si vous voulez, le modèle de Dröd, c'est vraiment ce qui nous permet de faire la transition entre ce que l'on pense qui arrive d'un autre conducteur et ce que l'on observe à l'extérieur, c'est-à-dire le courant électrique. C'est clair pour vous ou pas? C'est pour ça que je ne vais pas insister trop précisément au niveau de ce qui se passe pour les porteurs de charge, en fait. Le but, c'est d'avoir un modèle, si vous voulez, qui tient la route pour que, en considérant le comportement des particules, je puisse étudier un phénomène macroscopique comme celui de la conduction électrique. C'est plus clair, là? Je peux continuer? Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que la vitesse, comment elle est redistribuée après chaque collision? Regardez les hypothèses. De façon aléatoire. Yeah! Et donc, si elle est distribuée de façon aléatoire après chaque collision, V moyenne, elle vaut combien? Bah, ça Plutôt dépend de la V0. vitesse, du coup. V0, bah, c'est 0. C'est une moyenne. C'est en fait, c'est la moyenne entre les vitesses après chaque collision aléatoire. Du coup, moyenne égale à 0. Donc, la moyenne T correspond à la moyenne des temps de collision. C'est-à-dire le temps de relaxation. Et donc, ça veut dire quoi? Que si je remplace tout ça, j'aurai que la vitesse moyenne est égale à moins E taux sur ME champ électrique. Dites-moi quand c'est bon pour vous. Ça, c'est des notions qui vont être importantes pour. Ah oui, mais pourquoi? Tu as trouvé ça difficile? Non, c'est juste. Enfin, Oui, je sais oui, pas, c'est des fois, dans certains chapitres, il y a des choses qu'on va utiliser tout le temps. ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Surtout la partie sur la loi d'Ohm, on va l'utiliser jusqu'à la fin de l'année. La loi d'Ohm, oui, c'est hyper important. Ok, ok.
Dites-moi quand vous êtes prêts. Je n'ai pas encore fini. J'ai encore on va dire une page, même pas. Madame, Ouais, pourquoi V0 c'est égal à 0? parce que tu as dit dans tes hypothèses que la vitesse est redistribuée de façon aléatoire après chaque collision. Du coup, si tu fais la moyenne, tu as 0. La moyenne de toutes les vitesses, ce sera Ouais, 0. à la moyenne de toutes les vitesses après chacune des collisions. Ok, C'est dans tes hypothèses de départ. ok. D'accord? Dites-moi quand je peux continuer. C'est bon. C'est bon? Donc, ici, si je regarde ma formule, je repars d'ici, hein, et j'écris à côté, vous écrivez en dessous. V moyenne est égal à moins E de taux sur ME, E. Ça veut dire que V moyenne est proportionnelle, donc est reliée au champ électrique. Et donc, comment est-ce qu'on peut exprimer en fait ce coefficient de proportionnalité? Donc, le coefficient de proportionnalité mu s'appelle la mobilité. Et donc, mu sera égal à moins, dans notre cas, E taux ME, ce qui implique que V moyenne est égal à mu E. Donc, maintenant, on note N, la densité d'électrons libres, de porteurs libres, donc dans ce cas. Donc, la densité d'électrons libres, c'est un nombre de particules par unité de volume, donc par mètre moins 3. Donc, le vecteur densité de courant est proportionnel au champ E. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que J est égal à N rho V. Hein. Et s'écrit J est égal à moins NE de moyenne. Et donc, si vous regroupez avec ce que vous avez en haut, vous avez N E carré taux ME E. Et donc, qu'est-ce qu'on peut regarder? Rappelez-vous de la loi d'Ohm locale. La loi d'Ohm locale nous disait que J est égal à gamma E. Donc, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que J sera égal en fait à, gamma, donc la conductivité, est en fait égale à N E carré taux ME. Et donc, pourquoi cela est important? Juste, je mets ici, c'est bien la masse de l'électron, c'est pas M qui multiplie E, c'est la masse de l'électron. Pourquoi cela est important? Et bien parce qu'en fait, avec le modèle de Drode, donc le modèle de Drode,
permet de relier la conductivité à la température. Pourquoi? Parce que si vous chauffez un métal, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc métal, si T augmente, qu'est-ce que vous avez? Vous avez que les vibrations dans le réseau augmentent aussi. Et donc, si le réseau il se met à vibrer, qu'est-ce qui se passe? Les collisions, donc la probabilité augmente et donc le temps de relaxation diminue. Parce que le temps de relaxation, on a dit que c'était le temps entre deux collisions. Donc, si le temps de relaxation diminue, gamma diminue aussi. D'accord? Madame, c'est quoi ME? ME, c'est la masse de l'électron. Parce que tout à l'heure, on a dit que la vitesse des électrons répondait en fait, que tu pouvais écrire la deuxième loi de Newton pour les électrons qui se déplacent dans le réseau cristallin. Ça fait partie de la définition de ton modèle. D'accord? Madame, vous avez écrit quoi à la dernière ligne? Donc, le modèle de Drott permet de relier, il y a certainement un accent ici, peut-être, la conductivité à la température. Donc, pour un métal, si la température augmente, les vibrations dans le réseau augmentent aussi et la probabilité de collision augmente. Donc, si vous avez plus de collisions, le temps de relaxation diminue et donc gamma diminue. J'ai une dernière chose à vous dire hyper rapidement. Juste, c'est la conductivité à la température métal? Non, la température point. Et donc, ok. métal, désolé, j'ai écrit vraiment de façon très succincte. Dans un métal, en fait, si la température augmente, je vous ai fait un exemple. Si vous voulez, c'est l'exemple qui vous permet. Donc, le modèle de Drott, il vous permet en fait de relier la conductivité directement à la température. D'accord? Et donc, l'exemple que je vous fais, c'est que dans un métal, suite à l'augmentation des vibrations du réseau cristallin, les collisions augmentent et donc le temps du libre parcours moyen, le temps de relaxation diminue et donc la conductivité diminue. D'accord? Donc j'avais la notion de... Ça c'est bon, je vous ai montré le gaz d'électrons. Donc ça c'est bon. La semaine prochaine, on va faire la notion de résistance. J'ai juste à vous donner une formule. Vous la mettez en crayon pour votre prochain TD de la semaine prochaine. Quand vous allez utiliser en fait des condensateurs du coup et des conducteurs en équilibre, vous dites Madame Galanti nous a donné la formule pour un conducteur en équilibre. Je sais, c'est un peu collé, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais c'est pas grave, au moins vous auriez une formule de départ pour votre TD. D'accord? Et la semaine prochaine, révisez bien le modèle de Drott parce qu'on va utiliser du coup ce modèle, donc cette notion de conductivité pour expliquer la résistance électrique. D'accord? Là, c'est trop short. En 3 minutes, j'arriverai pas à vous expliquer. J'ai une réunion qui démarre à 17h15. Madame, oui. J'ai juste une petite question. Oui. Est-ce qu'on aura, ces cours-là, est-ce qu'on les aura sous la forme à l'ordinateur comme les autres chapitres? Parce que moi, j'écris assez mal et du coup, j'ai copié, mais du coup, quand je dois écrire vite, c'est pas souvent super lisible. Du coup, je voulais savoir si on aura un truc ordonné ou pas.
tu auras un poly, mais il sera débloqué à la fin de ces cours-là. Ok. Donc, tu auras quand même un support. Prends tes notes un maximum. Mhm. Et après, après, on vous débloquera le poly à la fin du chapitre. Donc là, je pense qu'on va vous débloquer celui sur le potentiel. Ok. Et après, je suis le poly vraiment de très très près. Donc, vous pouvez retrouver tous les cours sur le poly très facilement. D'accord? Merci beaucoup. Bon, bah, si vous avez des Juste, questions. madame, vous avez mis conducteur ou équilibre ou conducteur? À l'équilibre. Un équilibre. Ok. Un conducteur ou un équilibre. On va en discuter la semaine prochaine largement. On va faire tout ce qui est condensateur, notamment un défibrillateur. C'est un exemple en fait de conducteur. D'accord? Ça va ça ou pas? Ça vous a plu ce cours? Un peu? Pas du tout? Si. Ouais, très bien, ouais. Ça va? Si. Celui-ci, c'est plus sympa. Hein, on commence à s'approcher des vrais trucs. C'est chouette. Bon, je vous dis bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée à vous, au revoir. Au revoir.